Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est le premier épisode de ma série sur les modos. Alors, comme indiqué dans le titre, je vais vous faire en fait une petite série de vidéos sur les modos parce que c'est un sujet assez large où on aborde vraiment plein de choses différentes et il me semblait important de vous expliquer quand même le plus en détail possible évidemment tout ce qui peut concerner les modos. Alors bien évidemment, il y a des choses qui passeront à la trappe, vous imaginez bien, parce que sinon ça ferait des vidéos qui durent 1 heure, mais je vais essayer de vous résumer le mieux possible et quand même le plus en détail possible ce qui concerne les modos. Donc aujourd'hui, le premier épisode va parler de la capacité et la propriété d'un sujet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette catégorie en fait où ces valeurs caractérisent les modos, en tout cas certains types de modos, je vais quand même vous rappeler quelques caractéristiques qui sont inhérentes à tous les modos. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est déjà qu'est-ce que c'est un modal? Qu'est-ce que c'est ce truc là encore? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui? Donc déjà un modal, si vous voulez, et pour faire court, c'est un petit peu comme un auxiliaire. C'est un petit peu le même rôle qu'un auxiliaire. D'ailleurs c'est pour ça que souvent vous allez retrouver aussi le terme un auxiliaire modal. Parce qu'en fait, ils ont à quelque chose près le même rôle, sauf qu'évidemment on va pas s'en servir pour les mêmes choses, ils vont pas servir aux mêmes choses parce que par exemple les auxiliaires tels qu'on les connaît et tels qu'on les a vus jusqu'ici en fait servent surtout dans la construction des aspects, donc quand vous avez le have avec le verbe avec le participe passé ensuite, ou quand vous avez le be et le ing. Vous l'avez pas oublié celui-là, je le sais. Donc voilà, en gros c'est à ça que servent les auxiliaires alors que les modos se retrouvent dans des situations différentes et dans des types de phrases différentes et surtout ne veulent pas dire la même chose que les auxiliaires. Déjà, ils ne servent pas à construire un aspect. Ça, c'est la première différence avec les auxiliaires. Donc. Et on ne les retrouve pas du tout dans les mêmes contextes. Ils ne veulent pas dire les mêmes choses. Ensuite, il faut savoir, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, une des précédentes vidéos que j'avais fait sur le futur, c'est qu'il y a deux catégories de modos. Vous avez les modos radicaux et les modos épistémiques. Donc aujourd'hui, on va attaquer une des caractéristiques des modos radicaux. Donc pour faire court, les modos radicaux, c'est tout ce qui parle de la volonté, de l'obligation, de la capacité et de l'autorisation. Et ce que j'entends par autorisation, ça peut être l'ordre par exemple. Et les modos épistamiques, eux, c'est principalement pour parler d'un degré de certitude. Donc quand vous voulez exprimer le fait qu'il se passe peut-être quelque chose ou qu'il est possible que quelque chose arrive, voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle les modos épistémiques. Donc par rapport à l'orthographe des modos, déjà à aucun moment en fait ils ne sont modifiables par rapport par exemple à la personne, contrairement aux auxiliaires qui vont eux prendre par exemple le S à la troisième personne du singulier quand c'est au présent simple. Ça pour les modos ça n'arrive jamais. En fait ils ont leur forme propre et pour le présent et pour le passé et ça ne change jamais en fait. Ensuite les modos sont toujours suivis de la base verbale, c'est-à-dire que vous avez le verbe de sa manière la plus simple possible qui soit, qui va être à côté du modal, donc juste après. Donc vous n'allez pas rajouter par exemple to, et c'est une forme, les modos, qui n'acceptent pas du tout en fait la forme en ing non plus. Donc ne vous amusez pas à mettre après un modal une forme en ing ou en bing, enfin voilà, il faut vraiment faire bien attention à ça. Les modos non plus ne sont jamais précédés de to, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont un peu l'aspect d'un verbe si vous voulez, mais ce ne sont pas des verbes, ce sont des modos. Chose très importante aussi, vous n'aurez jamais dans une phrase un modal et un autre modal à côté, ça n'est pas possible, contrairement aux auxiliaires qui justement eux ont la possibilité d'accepter un autre auxiliaire juste après, comme on l'a vu avec les temps où vous avez par exemple have been et le verbe en ing. Et là vous avez typiquement deux auxiliaires et ça fonctionne très bien, alors qu'avec les modos ça ne fonctionne pas du tout et c'est impossible en fait, vous pouvez pas retrouver deux modos ensemble. Mais par contre, vous pouvez très bien retrouver un modal et un auxiliaire à côté parce que comme je vous l'ai dit, voilà, ils n'ont pas exactement le même statut, donc comme un auxiliaire ressemble beaucoup plus à un verbe qu'un modal, du coup, ça s'accède beaucoup mieux. Un modal aussi ne prendra pas en charge d'aspect, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rajouter un aspect à un modal. Donc par exemple, vous ne pourrez pas mettre ing à un modal, ce n'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit, ils ont leur propre forme au passé, donc du coup, du moment qu'ils ont leur forme fixe, au passé et au présent, ça ne bouge jamais. Et dernière chose très importante par rapport aux modos, ils ne se conjuguent jamais avec l'auxiliaire do. Donc voilà, j'en ai fini avec l'introduction justement des modos, où je vous rappelle voilà quelques propriétés assez générales sur les modos en général, que ce soit épistémique ou radical. Donc tout de suite, passons au sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des modos radicaux, mais surtout des modos radicaux qu'on utilise pour parler de capacité ou de propriété
d'un sujet. Donc le premier aspect que nous allons voir, c'est la capacité qui est soit ponctuelle, soit permanente, soit occasionnelle. Donc la différence entre ponctuelle et occasionnelle, peut-être vous vous demandez, en fait ponctuel c'est quand ça va arriver une fois, c'est assez unique, et occasionnel c'est quand c'est de temps en temps. Voilà, c'est pour parler de quelque chose qui arrive de temps en temps. Donc pour parler de ce genre de capacité là, on va utiliser le modal can. Donc ça je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, parce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé notamment dans la fameuse phrase type de Monsieur Barack Obama qui était Yes we can. Donc voilà, oui nous le pouvons. Donc can peut se traduire en français par pouvoir ou savoir, ça va dépendre vraiment de la phrase, du verbe qui suit, parce que effectivement en français on va pas toujours dire je peux faire ci, je peux faire ça. Quand il s'agit d'une capacité, on peut très bien aussi utiliser le verbe je sais faire ci, je sais faire ça. Donc je vais vous donner 3 exemples, donc un pour la capacité ponctuelle, un pour la capacité occasionnelle et un pour la capacité permanente. Donc le premier pour une capacité ponctuel, on pourrait très bien dire I can lift this box. Donc si je dis ça à quelqu'un, c'est que là on est dans une situation très précise où il y a une boîte par terre qui est assez lourde et je dis à mon ami mais t'en fais pas, je peux la porter, il n'y a pas de souci. Donc là on voit que c'est ponctuel parce que vous portez pas des boîtes lourdes tous les jours a priori, sauf si vous déménagez. Mais voilà, c'est quelque chose de vraiment, c'est vraiment unique en fait, c'est pas quelque chose qui est fréquent pour vous, à part si effectivement c'est votre métier, mais vous voyez où je veux en venir. Ensuite, deuxième exemple pour la capacité occasionnelle. You can be very funny. Donc toujours pareil, là on parle d'un trait de caractère de quelqu'un, donc forcément une personne peut être drôle mais elle va pas être drôle H24, sinon au bout d'un moment voilà quoi. C'est ça qu'on appelle une capacité occasionnelle, donc c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Donc on parle d'une capacité qui est là, qui est présente vraiment chez la personne en général, mais qui se déclenche de temps en temps. Voilà, quelqu'un peut être drôle, il va pas être drôle du moment qu'il se lève le matin et jusqu'au soir où il se couche, on est bien d'accord. Ensuite, pour une capacité permanente, on pourrait dire she can sing. Donc vous allez me dire oui mais pareil, elle chante pas tout le temps. Je suis d'accord, mais quand il s'agit justement d'une capacité dans le sens un savoir-faire par rapport à une activité artistique ou manuelle, etc., c'est un savoir qui est inhérent chez la personne, c'est-à-dire que c'est ce qui la caractérise. Donc ce n'est pas pareil que quelqu'un qui va être drôle, à moins que ce soit son métier, qu'il soit humoriste. Je suis d'accord qu'être drôle c'est pas forcément, c'est pas donné à tout le monde, mais là il y a vraiment la différence entre le fait que ce soit quelque chose par rapport au caractère de la personne et une capacité artistique, sportive, manuelle. Peu importe quand elle va chanter, elle va avoir cette capacité-là, c'est en elle, voilà. Alors que quand c'est un trait de caractère ou quelque chose qui arrive de temps en temps, c'est pas la même chose, vous voyez. Quelqu'un peut être drôle aujourd'hui et pas être drôle demain, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je voulais souligner quelque chose aussi de très important, c'est que quand vous avez, après le can, le nom d'une langue qui est parlée, ou le nom de quelque chose qui est d'une activité artistique, le can en fait ne se traduit pas en français, c'est-à-dire que vous allez plutôt dire elle sait chanter ou elle chante, parce que c'est une capacité qu'elle a, plutôt que elle peut chanter. Ça se dit, c'est pas que c'est pas grammatical, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins naturel en français, on va pas trop utiliser le verbe pouvoir quand il s'agit de quelque chose que quelqu'un sait faire, ou alors ça va être vraiment pour souligner le fait que justement quelqu'un sait vraiment faire quelque chose et que c'est, oui elle peut vraiment le faire quoi, vraiment donc il faut bien faire attention à ça. Donc par exemple si je vous dis she can speak English, là on va très rarement dire elle peut parler anglais. Ça peut se dire mais c'est beaucoup moins naturel, et en français ce qui va être vraiment beaucoup plus correct, c'est de dire elle parle anglais ou elle sait parler anglais. Donc à la limite, vous pouvez utiliser plutôt le can, le traduire par savoir si ça peut vous aider, mais dire de quelqu'un qu'il parle anglais ou il parle espagnol ou italien, ça fonctionne très bien aussi. Comme vous pouvez très bien dire we can play guitar aussi. Nous jouons de la guitare. Alors en anglais, évidemment, vous pouvez avoir le can pour ce genre de phrase-là, comme vous pouvez simplement dire she speaks English, parce que comme on a vu avec la vidéo sur le présent simple, voilà, le présent simple aide aussi à parler de quelque chose qui est par rapport à une caractéristique de quelqu'un. Donc ensuite avec can, on va retrouver aussi ce qu'on appelle les propriétés du sujet. Donc qu'est-ce qu'on appelle une propriété du sujet et quelle est la différence en fait avec une capacité? C'est tout simplement parce que une propriété c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez quelqu'un ou dans quelque chose. Ça fait vraiment partie d'une caractéristique de quelqu'un ou de quelque chose. Donc par exemple, si je vous dis la phrase cigarettes can seriously damage your health, là en français on va dire les cigarettes peuvent sérieusement endommager votre santé ou mettre votre santé en danger. Là en fait on voit que c'est pas une capacité de la cigarette, c'est un peu bizarre vous voyez, donc ça peut se retrouver avec des êtres humains aussi, hein, c'est pas qu'avec des objets non animés. Cette phrase-là est très parlante parce qu'on sent qu'on peut pas caractériser ça d'une capacité, on dirait pas la cigarette a la capacité de mettre en danger ou de mettre ta santé en danger, non on va dire la cigarette peut mettre ta santé en danger, met ta santé en danger aussi, pour vraiment rester sur le truc du vraiment c'est la caractéristique, c'est presque comme quand on utilise le présent simple pour parler d'une caractéristique de quelqu'un, vous vous souvenez par rapport au caractère de quelqu'un
rien ou ce genre de choses. Mais là c'est la même chose en fait, le can va servir à ça. Donc je pense que par rapport au présent simple, il y a ce côté un petit peu où on insiste aussi avec le modal, où vraiment on appuie aussi ce genre de choses. Que vous utilisiez l'un ou l'autre, ça fonctionne. Ensuite, il est important pour moi de vous parler de can et des verbes de perception, parce que il y a une certaine particularité aussi de ce côté-là. Donc là en fait on va surtout parler des verbes de perception involontaires, donc tous les verbes comme see, hear, smell, taste. Pourquoi involontaire? C'est parce que c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Par exemple, du moment qu'on a des yeux qui fonctionnent normalement, on va voir, on n'y peut rien. On va voir des choses, on peut pas contrôler en fait. Forcément qu'on voit des choses. Quand on va entendre des choses, c'est pas pareil qu'écouter, c'est pour ça que je vous ai dit hear et pas listen, parce que listen to, c'est écouter quelque chose. Donc quand on écoute, c'est une volonté de notre part de l'écouter. Alors que quand on dit hear, c'est juste on entend. Donc j'ai entendu ça, voilà, et on n'y peut rien. C'est parce que c'est passé par nos oreilles et c'est comme ça. Et smell, c'est pareil. Quand on arrive dans un endroit et ça sent bon, je sais pas, comme par exemple dans une boulangerie, on va pas se boucher le nez, on est obligé de sentir tout le temps les odeurs qu'il y a autour de nous, et c'est pour ça que c'est involontaire, c'est parce que c'est malgré nous, on peut pas le contrôler. Et pareil pour le goût, c'est-à-dire quand on va manger, on va forcément goûter quelque chose, donc on n'y peut rien, on est obligé de manger, donc on va forcément goûter la chose, donc c'est aussi involontaire. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu, vous dire pourquoi c'est involontaire, je comprends pas, genre... parce que justement, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Donc il y a les verbes de perception involontaires et volontaires. Donc par exemple, pour tout ce qui est la vision, vous allez pouvoir dire je regarde et je vois, c'est pas la même chose. Je vois quelque chose, c'est parce que vous y êtes pour rien, hein, vous le voyez quoi. Et je regarde quelque chose, c'est parce que vous décidez de le regarder, c'est volontaire en fait. C'est quand vous voyez quelque chose de manière volontaire. Et pareil pour entendre, écouter, mais bon, vous avez compris. Donc il faut savoir que du coup, on peut retrouver le can et les verbes de perception assez souvent ensemble, mais c'est important de savoir quand même que c'est surtout quelque chose qui est très très présent dans l'anglais britannique et beaucoup moins dans l'anglais américain. Comme toujours, hein, les Américains, ils vont pas rajouter des trucs en plus, ça sert à rien, hein, franchement, voilà. Donc c'est important de le savoir, et on va surtout le rajouter le can avant un verbe de perception quand il s'agit d'un moment assez particulier. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout le temps, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que quand si c'est un texte en anglais britannique, c'est quelque chose que vous allez voir et qui va revenir, donc ne soyez pas surpris. Et en anglais américain, par contre, c'est quelque chose, c'est comme si une langue un peu plus relâchée quand même, faut l'avouer. Du coup, les modos comme ça, avant les verbes de perception, c'est très rare. Chose très importante aussi, pour la traduction au français, on ne traduit pas, pour le coup là, pas du tout le can en français. Croyez-moi sur parole, parce que j'ai des cours de traduction depuis très longtemps maintenant, depuis au moins 5 ans, et à chaque fois que j'ai traduit le can par je peux te voir, par exemple, ça m'a coûté des fautes, des points en moins, donc voilà, croyez-moi, ça ne se traduit pas, c'est une règle, hein, c'est comme ça, le can ne se traduit pas avec des verbes de perception involontaires. Donc par exemple, je vous ai fait un comparatif Grande-Bretagne et Amérique, donc du coup si vous dites I can see you, c'est quelque chose que vous allez plutôt dire en Angleterre, et si vous dites I see you, c'est quelque chose que vous allez plutôt dire aux États-Unis, mais ça veut dire exactement la même chose. Et pareil, si vous dites Can you hear me, c'est en Grande-Bretagne, et si vous dites Do you hear me, c'est américain, parce que forcément dans la question, on peut pas laisser sans auxiliaire, sans modal, sans rien. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose, donc aux États-Unis, comme ils n'utilisent pas forcément le modal, ou alors jamais quoi, parce que jamais, ils vont forcément le remplacer par un auxiliaire, donc l'auxiliaire le plus fréquent pour ce genre de questions, c'est do. Donc on a parlé de capacité jusque-là, mais forcément on peut exprimer aussi l'incapacité avec can, mais du coup on va le mettre à la forme négative. Donc can à la forme négative, c'est très simple, mais par contre il faut faire attention à l'orthographe à un certain moment. C'est-à-dire que si vous l'écrivez dans sa forme pleine, vous allez écrire cannot. Donc du coup il y aura deux n, et en fait c'est collé. C'est-à-dire que vous n'avez pas le can et le not séparés. Vraiment c'est cannot, donc du coup vous avez les deux mots collés. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez l'écrire en forme contractée. Après, comme toujours, si vous êtes à l'école, que le texte est écrit dans une langue très formelle, ça va toujours être en forme pleine, et même dans vos devoirs, ne l'écrivez pas avec la forme contractée. Donc la forme contractée, c'est du coup avec le N apostrophe T. Et attention à la prononciation, à l'école vous allez surtout entendre I can't, donc ça c'est la prononciation britannique, mais si vous regardez des séries et des films américains comme moi, vous allez surtout entendre I can't. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes prononciations, allez voir ma vidéo sur les différences entre l'anglais britannique et américain. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire I can't do it, ou I can do it, ou en forme pleine, she cannot watch this film. On peut aussi avoir une propriété négative, donc là pareil, ça fonctionne exactement pareil avec le can à la forme négative, donc on pourrait très bien dire he can't read, he can't read. Donc là, si vous avez ce genre de phrase là, c'est plus pour parler de quelqu'un qui est illettré en fait, qui n'a pas la capacité, parce qu'il n'a pas appris, de lire. C'est pour ça que c'est une propriété et moins une capacité, parce que oui, ça peut être vue comme une capacité
capacité si on veut. Le fait de savoir lire et écrire, c'est quelque chose qui normalement est très répandu maintenant dans le monde. Donc c'est plus une propriété du sujet. Vraiment, l'illettrisme c'est vu comme limite un handicap. Donc c'est pour ça qu'on peut le ranger un peu dans cette catégorie-là, quoi. Dans cette catégorie-là de capacité et propriété du sujet, on peut aussi l'exprimer d'une autre façon. Donc si vous avez une propriété caractéristique inhérente au sujet, donc quelque chose qui vraiment émane en fait et vraiment vient vraiment du sujet, du coup vous pouvez utiliser aussi le modal que vous connaissez, will. Donc voilà, on a vu will sous sa forme épistémique, et là en fait on peut le retrouver aussi en tant que modal radical, parce que du coup on va aussi s'en servir pour parler de quelque chose qui est inhérent à quelqu'un ou à quelque chose. C'est comme une vérité générale en fait. Donc là en l'occurrence je pourrais très bien vous dire oil will float on water. Donc l'huile, c'est pas l'huile va flotter sur l'eau, on pourrait le dire, mais c'est si vous donnez un conseil cuisine à quelqu'un en mode ça sert à rien de mélanger de l'eau et de l'huile. Mais sinon si vous le dites comme ça, c'est surtout pour exprimer le fait que l'huile flotte sur l'eau. Donc comme vous voyez on utilise du présent simple en français, c'est vraiment pour parler d'une caractéristique de quelque chose. Là en l'occurrence l'huile. Ensuite will, vous pouvez aussi l'utiliser pour une habitude ou un comportement typique. Donc toujours pareil, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à quelqu'un ou à quelque chose. Donc vous allez avoir par exemple une phrase comme they will wait here for hours. Donc vous pouvez dire ils attendent ici pendant des heures, ou ils peuvent attendre ici pendant des heures. Alors il faut faire attention avec ce genre de phrase. Si par exemple vous accentuez avec la voix will, donc quand on dit accentuer en phonologie, c'est qu'on insiste en fait sur le mot, on pèse l'accentuation sur ce mot là. En fait ça va servir à émettre une espèce de critique ou de remarque en fait, genre they will wait here for hours. Genre vraiment c'est... Voilà, on se demande comment ils font, mais voilà, c'est ce qu'ils font quoi. On insiste, on donne son point de vue en fait. Donc ensuite, je vous ai parlé donc de can au présent, donc de capacité de propriété du sujet au présent. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on peut le retrouver effectivement au passé aussi. Donc du coup, pour parler de tout cela au passé, on va utiliser le modal can au prétérit qui va donner could. Donc là vous vous dites mais c'est bizarre, il y a un L, donc pourquoi il dit could? Genre comme s'il n'y avait pas de L. Alors tout simplement parce que, comme vous avez dû le remarquer, très souvent la graphiphonie en anglais... Voilà, c'est pas toujours très compatible, et effectivement on ne prononce pas le L dans le modal could. Et c'est pareil, et on le verra plus tard avec le modal would. Donc on va se servir du modal could, donc de can au prétérit, pour parler d'une capacité permanente et occasionnelle, mais surtout pas pour une capacité ponctuelle, où là on va plutôt utiliser la forme be able to au passé, donc was, were, able to. Et pourquoi on peut pas parler d'une capacité ponctuelle? Parce que comme je vous l'ai dit, ponctuel c'est un événement unique, donc qui s'arrête vraiment sur un moment précis, et quand on traduit le could en français, par rapport à la concordance, on va dire, du temps, on va plutôt utiliser l'imparfait. Donc effectivement, l'imparfait, vous pouvez pas l'utiliser pour un truc ponctuel, on est d'accord. C'est vraiment comme le prétérit simple, ça va être pour des choses habituelles, qui reviennent en fait, qui sont récurrentes, et vous pouvez pas vous en servir pour un événement ponctuel. Ça va être plutôt avec le passé simple ou le passé composé. Et c'est pareil en anglais en fait, vous n'allez pas pouvoir utiliser le prétérit simple pour parler de ce genre de choses. Et vous allez me dire ouais mais t'as utilisé can au présent et du coup c'est au présent simple et tout. Oui mais parce que le can en fait au présent, comme je vous l'ai dit, les modaux n'acceptent pas l'aspect. Donc du coup c'est toujours le modal tel qu'il est, donc soit au présent simple soit au prétérit simple, avec le verbe à la base verbale juste après. Du coup pour une capacité permanente ou éventuellement occasionnelle, je pourrais très bien vous dire when I was young I could draw for hours. Donc quand j'étais plus jeune, je pouvais dessiner pendant des heures. Ou je dessinais pendant des heures. Donc could forcément et bien évidemment se met aussi en forme négative. Donc le could dans la forme négative ça va être couldn't. Donc vous rajoutez pour la forme contractée, sinon c'est could not. Là par contre vous séparez, c'est pas comme avec can où vous mettez l'ensemble du mot et c'est tout collé. Là avec could c'est vraiment séparé, c'est could not et pas que not. Voilà, de toute façon ça serait un petit peu bizarre. Donc par contre à la forme négative on peut utiliser le couldn't pour parler d'une incapacité plutôt ponctuelle. Pourquoi? Tout simplement parce que toujours pareil, si vous traduisez au français, ça peut vous aider à mieux comprendre, et du coup vous pouvez très bien dire par rapport à un événement particulier, à ce moment-là je pouvais pas faire ça. Alors me demandez pas pourquoi on peut pas dire à ce moment-là je pouvais faire ça, ou j'avais la capacité de faire ça, c'est comme ça. Donc là le couldn't vous pouvez vous en servir, donc vous pouvez très bien dire she couldn't make it yesterday, donc elle pouvait pas venir hier. Bien entendu, on va pouvoir retrouver le could et le couldn't avec des verbes de perception involontaire également au passé, ça fonctionne exactement pareil que pour le can. Donc par exemple, this morning I could smell this sweet fragrance. Voilà. Ensuite, c'est pareil pour le will, on va le retrouver aussi à la forme passée, donc prétérit, et le will se met à la forme prétérit de cette façon, donc ça se prononce would ou
wouldn't si c'est à la forme négative. Là, c'est comme pour le could, vous avez un L avant le D, mais il ne se prononce pas. Donc du coup, le would va être là pour exprimer des habitudes passées. Donc par exemple, each morning I would leave early. Donc tous les matins, je partais tôt. Et ça peut être pour une caractéristique passée également. Donc, you would go and tell him. Cette phrase-là, en fait, je vous l'ai mise pour que vous voyez un petit peu dans quel contexte on peut retrouver ce genre de modo. Et du coup, si vous dites ça comme ça, en fait, ce genre de phrase, c'est un reproche, en fait. C'est-à-dire qu'en français, vous le direz, il fallait que t'ailles lui dire, hein. Voilà, c'est en gros, c'est ça. C'est comme ça qu'on le traduirait, et c'est surtout avec l'expression et le ton qu'on emploie qu'on le dirait. Si vous dites simplement you would go and tell him, ça veut dire tout autre chose, en fait. C'est plus ça sera plus dans la catégorie des habitudes, alors que là pour la partie caractéristique ça va vraiment être par rapport à un truc assez particulier et c'est du coup sous forme de reproche et le ton va avec en fait. Comme pour la majorité des prétérites simples, enfin tous les verbes qu'on peut retrouver aux prétérites simples, ça marche aussi pour les modos. Vous pouvez retrouver could ou couldn't ou would ou wouldn't pour des discours qu'on appelle indirects. Donc je vous rappelle ce que c'est un discours indirect, c'est quand vous rapportez la parole de quelqu'un. Donc si je vous dis she said, ouvrez les guillemets, I can come anytime, fermez les guillemets, ça c'est du discours direct. Donc c'est ce que vous voyez typiquement dans les livres, dans les romans, dans les articles, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez dire vraiment à l'oral. Mais si je vous dis she said she could come at any time, là c'est du discours indirect parce que c'est du discours qu'on appelle aussi rapporté, c'est-à-dire que vous rapportez la parole de quelqu'un. Donc en français ça donnerait elle m'a dit qu'elle pouvait venir à n'importe quel moment. Si la personne a dit quelque chose au présent, ça va être au prétérit quand vous le rapportez et ainsi de suite. En fait vous faites un décalage à chaque fois d'un temps. Donc ensuite avec cette forme on va dire prétérit, vous pouvez parler de la capacité ou de la propriété d'un sujet au conditionnel. Donc avec could ou couldn't, ça va être pour atténuer l'idée de capacité de quelqu'un, qu'on retrouve du coup comme on a vu avec le can. Forcément c'est atténué parce que c'est au conditionnel, donc le conditionnel c'est quelque chose qui peut arriver sous une certaine condition. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans le présent et qui n'existe pas dans le passé, c'est quelque chose qui flotte en fait, c'est-à-dire c'est hypothétique, on aimerait que ça arrive ou ça pourrait arriver mais voilà. Donc je pourrais très bien dire à quelqu'un I could come earlier if it's necessary, donc je pourrait arriver plus tôt si c'est nécessaire. Je suis d'accord, en français, on dira peut-être plus au présent en mode je peux arriver plus tôt si ça te va. Voilà. Mais normalement, le conditionnel, c'est vraiment avec du passé. Et évidemment, le conditionnel, ça se retrouve beaucoup avec l'expression d'un souhait, donc je pourrais dire I wish I could go. Je souhaiterais pouvoir y aller. Donc cette forme conditionnelle, donc avec could, on va là aussi beaucoup la retrouver avec les formulations dites polies en fait. C'est-à-dire que quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, évidemment, dans les questions, vous pouvez poser la question avec can, hein, ça fonctionne. Mais si vous voulez donner un aspect un peu plus poli, vous allez forcément utiliser ce décalage en fait par rapport au moment d'énonciation, donc avec l'utilisation du prétérit simple, notamment avec could. Donc par exemple, vous pouvez très bien dire avec vos amis, vous savez pas trop quoi faire, dire we could go to the cinema. Si vous voulez vraiment avoir l'aspect vraiment poli et tout, utilisez plutôt could. Et pareil, là quelqu'un vous appelle, vous êtes occupé et vous pouvez lui dire could you call me later. Comme ça fait vraiment beaucoup plus poli quoi, et je pense que c'est beaucoup plus apprécié aussi. Ensuite, vous pouvez retrouver le could ou le couldn't avec un participe passé. Donc on est toujours dans la partie conditionnelle, donc en français ça correspondrait à aurait pu. Vous voyez ce genre de formulation là un petit peu. Par rapport à cette partie là du conditionnel, ça a deux... Non, pas... là ça fait 4, non. Ça a deux valeurs. Donc du coup ça peut exprimer la capacité dans le passé mais par rapport à quelque chose qui ne s'est pas réalisé finalement. Ou bien un reproche concernant le passé. Comme quoi, il faut toujours parler aux gens parce que vous voyez après, on doit faire des reproches dans le passé avec code. C'est trop compliqué. Vraiment, parler au présent simple, ça vaut mieux, sincèrement. Donc pour une capacité passée, mais quelque chose du coup qui au final ne s'est pas réalisé, vous pourrez très bien dire We could have gone to the beach, but we stay at home. On comptait aller à la plage, mais finalement on n'y est pas allé, voilà, flemme, confinement. Et si vous voulez faire un reproche à quelqu'un, vous pouvez très bien lui dire You could have told me. Qu'on vient de voir avec le participe passé en fait, donc on le retrouve avec un autre modal que je vais légèrement introduire, mais c'est pour que vous voyez qu'il y a des il y a des correspondances entre les modos souvent, et comme ça fera le lien avec très certainement la prochaine vidéo du coup, c'est que vous pouvez retrouver le might plus le participe passé et ça donne exactement le même sens en fait à la phrase. Donc le might, pour faire court, parce que je vous expliquerai mieux dans la prochaine vidéo, might en fait c'est le prétérit de may. Donc voilà, might en fait il a vraiment les mêmes propriétés que si vous utilisez could en fait, parce que might en fait c'est le prétérit de may. Donc may, si vous le traduisez, c'est un peu comme can, il va pouvoir se traduire par pouvoir, ce genre de choses. Donc si on reprend la phrase que j'avais dit avec could, par exemple, avec le reproche, vous pouvez très bien dire aussi You might have told me. Voilà, c'est exactement la même chose, que vous utilisez l'un ou l'autre, c'est pareil. C'est, voilà, vous prenez pas la tête au début si vraiment vous avez du mal à retenir l'un ou l'autre. Utilisez celui qui vient le plus naturellement dans votre esprit et voilà, vous prenez pas le chou à dire oui, peut-être lui c'est mieux. Non, vraiment pour le coup, pour ce genre de catégorie là dans le conditionnel avec
le modal plus AF plus participe passé, vous prenez pas la tête, c'est pareil avec Might. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire non plus, je suis assez curieuse de savoir si vous découvrez totalement le sujet des modos, ou alors si c'est pour vous une piqûre de rappel, ou quelque chose qui peut voilà, vous aider à mémoriser un petit peu mieux le truc, n'hésitez pas à me le dire, je suis très curieuse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Comme toujours, faites attention à vous. On n'est toujours pas malheureusement débarrassé de ce Covid-19, donc pensez bien aux gestes barrières, pensez bien à vous laver les mains, à porter votre masque quand c'est nécessaire. Prenez soin de vous et de vos proches tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!